La conférence, l'intervention que je vais faire, on va la faire à deux voix. Je vais vous présenter quelques idées générales sur effectivement comment on peut essayer de sécuriser son système fourrager et surtout mettre en connivence, en cohérence la conduite du troupeau avec ces risques avérés de changement climatique. Et puis Erwan Kutulik, donc, qui est éleveur dans le Finistère, une zone très pluvieuse, comme vous le savez, va venir vous expliquer en quoi il est déjà concerné par ces problèmes de changement climatique et de sécheresse estivale et comment, au quotidien, en fait, il essaye de mettre en place quelque chose qui lui permette de continuer à produire du lait malgré les difficultés associées au climat. Alors, le changement climatique, je ne reviens pas là-dessus. On dit réchauffement, on dit perturbation, on dit je ne sais plus quoi déjà, dérèglement, voilà, pourquoi pas. Toujours est-il qu'on a quand même un souci, c'est qu'on sait que si la tendance lourde, elle est claire, il y a quand même des variations importantes entre années. Je vous renvoie aux 3 années fourragères qu'on vient de vivre dans le nord de la France. 21, 22, 23, c'est blanc, noir, noir, ou blanc, noir, blanc. Ce qui fait que c'est quand même compliqué de s'installer dans quelque chose de certain quand ça varie autant d'une année sur l'autre, même si la tendance lourde fait que on aura de toute façon moins de pluie estivale et ces moindres pluies estivales vont être associées à des températures plus élevées. Ce qui fait qu'on va combiner 2 facteurs défavorables globalement à la production fourragère. Et ça va présenter un risque certain qui va obliger aux éleveurs de faire preuve de flexibilité, d'adaptation pour sécuriser et rendre leur système plus robuste. On verra avec Erwan quelques clés possibles. Je crois qu'il y a 2 situations importantes à envisager, même si je vous ai dit on connaît la tendance lourde associée à ce changement climatique. Les 2 tendances, c'est le fait que les éleveurs vont avoir à s'adapter à la survenue d'événements irréguliers. Donc là, ils vont essayer de s'adapter face à un événement irrégulier. Puis le deuxième élément, donc, ça va être d'anticiper le risque avéré de l'événement. C'est-à-dire on sait qu'on s'inscrit dans une tendance lourde, où là, il va falloir modifier structurellement et son système fourrager et la conduite des troupeaux pour assurer une cohérence dans le système. Donc, on va voir rapidement les 2 éléments, comment on s'adapte à court terme de façon conjoncturelle et comment on enclenche une réactivité à court terme et à l'inverse, comment sur un temps plus long, de façon structurelle, on va devoir s'adapter à des conséquences à plus long terme. Donc, à court terme, on va revisiter un peu ce qu'a dit mon collègue juste avant, c'est qu'on va devoir adapter surtout les cultures pour réagir à ces problèmes de sécheresse, je dirais, entre guillemets, imprévus. Exemple, 2022 par rapport à 2021, où on a complètement changé de paradigme. Donc il y a effectivement des cultures réputées plus résistantes à la sécheresse, même si moi je ne connais pas de plantes qui poussent sans eau. Il y a des plantes qui résistent à la chaleur, qui résistent mieux que d'autres à la chaleur, le dactyle versus le régran anglais, la luzerne versus le trèfle blanc, mais il n'y a pas de plantes qui poussent sans eau, si ce n'est les cactus, mais on ne fait pas beaucoup de lait avec les cactus. Donc des cultures qui vont être plus résistantes, bon, le sorgho comme culture annuelle, la luzerne, le trèfle violet, ça a été évoqué précédemment, jusqu'à l'introduction dans les prairies multispécifiques de plantes telles que la chicorée, dans le cadre des prairies pâturées. Et puis on va aussi avoir des pratiques qui sont plus opportunistes par rapport à ces crises événementielles. C'est la récolte de céréales immatures en fourrage plutôt qu'en grain, pour avoir du stock et avoir de quoi alimenter les animaux éventuellement en période estivale. On va pouvoir essayer de produire des dérobés d'été, c'est-à-dire des plantes qu'on va cultiver et qui vont pousser en 60-80 jours en automne pour faire de la récolte, des plantes qu'on redécouvre comme le moa ou le trèfle incarnat, ça a été évoqué tout à l'heure. Et puis surtout, on va être opportuniste, c'est-à-dire qu'on va aller chercher l'herbe de nos prairies quand elle existe, et notamment valoriser l'herbe d'automne, telle que celle qu'on a retrouvée en 2022, en octobre et novembre dernier, où c'était quasiment un second printemps. Et ça, c'est l'intérêt des prairies installées, c'est qu'elles sont capables de renaître quand elles ne sont pas totalement brûlées par le soleil ou la température. Et puis, on va aussi pouvoir s'adapter à court terme via la voie animale, c'est-à-dire demander aux animaux de faire un effort aussi pour résister et essayer de passer la crise. Et le premier exemple, c'est effectivement d'accepter que les animaux produisent moins, au travers notamment le fait qu'elles mangent moins. Et juste un exemple d'un travail qui avait été fait par mes collègues sur Rennes avec Philippe Favernin, où on a volontairement simulé pour les vaches une pénurie fourragère, donc une réduction des apports de fourrage, 5 kg par vache et par jour en moins, vous voyez, pendant environ 5 semaines. Et on a voulu regarder surtout comment la vache réagissait à court terme pendant la réduction alimentaire, mais surtout, est-ce qu'elle était capable de rebondir? Et ça, c'était extrêmement intéressant, puisque vous voyez en bleu qu'effectivement, les vaches, quand on les nourrit moins, elles s'adaptent et elles produisent moins, et c'est heureux pour elles d'abord. Mais dans un deuxième temps, elles sont capables de rebondir, surtout les animaux de type Holstein, comme on a aujourd'hui, qui ont une réactivité extrêmement forte. Et ça fait partie d'un caractère intéressant.
Donc il faut aussi faire confiance aux vaches pour, dans un temps réduit, leur demander de s'adapter également aux conditions. Alors d'autres éléments, mais on y reviendra avec Erwan, je ne vais pas trop déflorer tout ça, mais il y a le passage à la monotraite qui peut offrir plusieurs atouts, et notamment celui de pouvoir aller pâturer plus loin, parce qu'on ne revient qu'une fois par jour à la maison, et puis jouer avec les génisses d'élevage qui peuvent faire des croissances compensatrices, c'est-à-dire qu'ils vont compenser plus tard ce qu'on n'a pas pu leur faire maintenant. Autre élément bien évidemment connu, sur lequel on ne revient pas, c'est l'augmentation des stocks, c'est-à-dire ne pas baisser les exigences animales, continuer à essayer de les satisfaire, mais ça va se faire à coup de stock. Des stocks en espérant que demain il va pleuvoir, parce que quand on mange des stocks destinés à l'hiver, ça peut devenir dramatique, surtout si le printemps suivant est froid. Et puis bien évidemment l'achat d'aliments, tel qu'on voit se développer les systèmes de production en Espagne ou en Israël. Mais ça, c'est des systèmes extrêmement coûteux qui vont poser d'autres problèmes aux éleveurs. Autre élément intéressant, mais là sur un temps plus long, c'est que peut-on faire d'un point de vue structurel pour adapter simultanément son système fourrager et la conduite des animaux pour s'adapter là à ce qu'on pourrait appeler des sécheresses récurrentes, c'est-à-dire des sécheresses qu'on va avoir quasiment 4 années ou 5 années sur 5, c'est-à-dire préparer 2050 quelque part. Et là, très clairement, il va falloir adapter le chargement global de l'exploitation, non pas aux années les meilleures, non pas aux années optimales, mais aux années de vaches maigres, pour être sûr de pouvoir passer dans des conditions difficiles. Et là, il faut typiquement reprendre ce qui est déjà fait dans les pays où les situations climatiques sont beaucoup plus compliquées, où c'est sur les années pauvres qu'on adapte son système fourrager. Ça veut dire clairement qu'il va falloir réadapter le chargement et qu'on ne pourra pas, sans doute, faire vivre autant de vaches sur un hectare qu'on le faisait hier, où les conditions climatiques étaient plus intéressantes. Alors, de fait, si quelque part on réduit le chargement, ça veut dire que soit on réduit le nombre de vaches nourries sur un hectare, soit on augmente le nombre d'hectares dédiés à l'alimentation des vaches. Donc on peut augmenter la surface fourragère qui sera stockée. C'est typiquement fait chez les éleveurs qui aujourd'hui emblavent plus de maïs que nécessaire. Si jamais l'année est bonne, on fera du grain. Si l'année est moins bonne, on fera de l'ensilage. Ça, c'est un des atouts indéniables du maïs, c'est qu'il est à double fin et que surtout la double fin, elle se décide en fin de récolte, pas en début de récolte. Ça, c'est un atout qu'il faut lui reconnaître, même si, par ailleurs, il y a des difficultés avec ce maïs et notamment les nécessités d'irriguer pour avoir un rendement conséquent. Les récoltes de céréales protéagineuses, je l'ai évoqué, on pourra bien évidemment le faire aussi de façon structurelle, c'est-à-dire mettre en place des céréales immatures, des céréales protéagineuses immatures pour les récolter systématiquement avant l'été. On va aussi essayer de bénéficier des périodes favorables pour faire produire à la prairie dans ces conditions intéressantes. Et notamment, je pense à l'idée de fertiliser plutôt au printemps, parce que c'est au printemps où on va avoir une productivité importante de la prairie. Juste à titre d'information, depuis 35 ans que je travaille sur le domaine du pain en Normandie, la mise à l'herbe, aujourd'hui, se fait un mois plus tôt qu'il y a 35 ans, 15 mars au lieu de 15 avril, et on rentre un mois et demi plus tard qu'il y a 35 ans. Donc il y a quand même des périodes où on a de l'herbe plus tôt et de l'herbe plus tard qu'il faut aller chercher. Et ça, c'est intéressant. Et c'est intéressant pour les vaches, c'est aussi intéressant pour la prairie. On l'a clairement montré dans des travaux réalisés sur Rennes il y a quelques années. Et donc, de l'autre part, il va falloir aussi accroître la surface fourragère en herbe, à savoir faucher et stocker plus tôt au printemps, aller chercher l'herbe en automne, semer des prairies mieux adaptées aux conditions climatiques, on l'a évoqué juste précédemment avec mon collègue de Lusignan, je n'y reviens pas, jouer avec le report sur pied, c'est-à-dire faire pousser de l'herbe en mai-juin et puis la pâturer plutôt en automne ou au moins en juillet avant qu'elle ne disparaisse complètement. Et ça, on pourra le faire que si on est en présence de légumineuses pour garder une valeur nutritive de qualité, mais on sait faire. Il y a eu des travaux il y a 15-20 ans en Bretagne là-dessus, il faut qu'on ressorte ça. Et puis, je vous ai dit, valoriser l'herbe au moment opportun, tel qu'on l'a fait. Et puis, le dernier élément, c'est la modification de la conduite du troupeau. Et à titre d'exemple, et Erwan reviendra là-dessus après, c'est la notion de double saison de vélage. Vous savez que dans les systèmes herbagers, on recommande souvent des vélages de printemps pour faire coller la demande animale à la production d'herbe. Mais il se trouve que si on se trouve avec des creux d'été, on va avoir 2 saisons de vaches grasses, printemps, automne, et 2 saisons de vaches maigres, été, hiver. Et de fait, il faut s'organiser pour qu'à ces moments de vaches maigres, à ces périodes difficiles en termes de réserve fourragère, on ait moins d'animaux exigeants. Et donc, on va faire une double saison de vélage avec un objectif d'avoir la moitié du troupeau tari dans les périodes de pénurie, la moitié en hiver et l'autre moitié en période estivale. Donc, c'est ce que vous avez sur le graphique, tarissement groupé de la moitié du troupeau ou d'un tiers, 2 tiers, et puis la reproduction en conséquence de ça, 2 périodes de vélage espacées de 6 mois, avec des inséminations décalées, bien évidemment, de seulement 2 mois,
Et ça, en fait, si on l'applique strictement, mais il faut l'appliquer strictement, on va pouvoir tirer profit du fait qu'on a, au moment opportun, des animaux qui ont des besoins moindres, qu'on peut envoyer pâturer plus loin, à qui on peut offrir d'autres types de fourrage. Donc on va avoir quelque part les avantages des villages groupés sans leurs inconvénients. Pour conclure, j'en appellerai à Jean de La Fontaine, parce qu'il avait déjà à peu près tout prévu. Et si vous retrouvez 3 de ces fables, vous retrouvez 3 des éléments essentiels dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Le premier, c'est d'anticiper le risque. Et là, le lièvre et la tortue, c'est le plus bel exemple. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Vous connaissez tous ça par cœur. Le deuxième élément, c'est d'imaginer des solutions pérennes. Et là, c'est la cigale et la fourmi, très clairement, avec que faisiez-vous au temps chaud? Vous ne pouvez pas mieux par rapport aux propos d'aujourd'hui. Et le dernier élément, c'est faire preuve d'humilité et garder un maximum d'autonomie fourragère, c'est-à-dire produire sur son exploitation ce dont on a besoin, même en période de difficulté fourragère. Et là, c'est la grenouille, bien sûr, qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Et Jean de La Fontaine dit que le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Et c'est justement ce qu'il faudra faire, à savoir faire preuve d'humilité pour s'adapter. Et comme je vous ai promis, tout le monde connaît la ville de Lens, bien évidemment. Eh bien, voilà ce qu'on voit en 2053, les pyramides à Lens, avec une nouvelle espèce adaptée aux conditions climatiques de cette période. Merci à vous.